Merci Muriel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir, surtout pour ceux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Euh, Eh bien écoutez, je vous propose de commencer par la prière et on pourra directement rentrer dans le sujet. Seigneur, je veux te remercier pour l'étude que tu nous permets de faire aujourd'hui, ce moment dont nous avons la joie de passer un moment ensemble, de pouvoir étudier autour de ta parole et de pouvoir partager nos opinions et nos idées. Seigneur, je te prie que nous puissions comprendre que c'est une mission salvatrice et que tu veux que nous soyons tous impliqués dans ce projet que tu as pour nous, qu'il est créé pour nous et que tu veux que nous soyons en plein dedans. Merci d'ouvrir nos yeux sur ta volonté, que tu puisses être avec toutes les personnes présentes, toutes celles qui n'ont pas pu être présentes, et nous bénir en cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je n'avais pas mon téléphone. Alors, Bonjour, attendez. Elisa. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous proposer de faire, on va discuter un petit peu, je vais vous présenter un peu un sujet. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous remarquez peut-être que beaucoup, c'est pas en critique, mais c'est le cas, beaucoup d'études ces derniers temps et en général reprennent des sources externes. On va prendre un article, on va prendre un livre qu'on a lu, qui nous a beaucoup touché, un article par exemple, qui va bien illustrer le propos qu'on veut présenter. Et pas le souci, mais je trouve que c'est un peu trop le cas. On ne fait pas le lien avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Chimène avait parlé de ça. Je ne me souviendrai plus de la date, mais c'était au Rouvreau. Non, pas au Rouvreau, justement. C'était à Neuvic, en présentiel. Elle avait présenté cet aspect-là, comme quoi, ok, on prend les sources externes, mais n'oublions pas que de base, les sources qu'on avait, c'était la Bible, etc. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer de faire ça, oui, prendre une source externe, mais de le ramener à nous. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi? Parce que, ok, on présente une source, mais les journalistes, les politiciens, n'importe qui peut le faire. Mais en quoi est-ce que ça me sera utile? Quelle sera la différence pour moi? En quoi est-ce que ça peut m'amener à changer la manière dont je vois le monde un petit peu? Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions que je préférerais répondre à la fin, je vous le dirai, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Donc je vous propose de faire ça. Est-ce que certains non. Alors attendez, je vais pas voir. Je sais pas si je peux voir tous ceux. Voilà, tous ceux. N'hésitez pas à allumer vos caméras en tout cas parce que ça m'aidera. Parfois certaines questions, ça sera un peu du oui ou non. Donc si vous levez la main pour oui ou pour non, ça m'aidera éventuellement à voir. Ce sera plus simple que forcément de tous ouvrir peut-être nos micros. Est-ce que vous avez vu les présentations de Terry récemment? Oui. Oui, ok. J'ai envie de penser que la plupart, oui. Après, il y a peut-être des personnes qui l'ont pas encore, qui n'ont peut-être pas encore regardé, ou peut-être toutes les quatre. Mais si vous avez regardé les, disons, deux premières, c'est bon. Dans le sens où on va s'étendre sur un point qu'elle mentionne. Elle ne parle pas de ce point, mais elle le mentionne. Et moi, alors c'est peut-être mon esprit un peu d'exploratrice, je ne sais pas vous, mais parfois j'entends un truc et tout de suite le sujet m'intéresse. Et puis je suis plus là le reste de la présentation, je suis partie déjà à rechercher sur ce point-là. Ça m'arrive souvent. Donc le point dont je vais vous parler et qu'on ne connaît pas trop parce qu'on n'est pas hyper connaisseur de la politique américaine, je vous propose de parler des voteurs désengagés.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, on va voir. L'ancienne Terry, elle a mentionné brièvement ce terme dans une de ses études. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais si vous revenez sur son étude, vous le verrez. Donc, j'ai tout de suite, moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de faire des recherches, de regarder un petit peu. Alors, la raison pour laquelle je vous ai dit que dans nos études, on ne fait pas vraiment de lien et que ce serait, je trouve, bien de le faire, c'est parce que trop souvent, on va utiliser une source externe comme fin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être genre, c'est tout ce qu'on utilise, une source externe. Peut-être, et je ne dis pas que c'est forcément mauvais à chaque fois, parce que ça se peut, je comprends que aujourd'hui, pour moi-même, mes études sont parfois très difficiles à faire, très difficiles à trouver un sujet, etc. Mais ce qui serait intéressant de faire, c'est d'essayer de faire un lien avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut, comment ça nous implique aujourd'hui? Donc, si on revient sur la ligne des prêtres brièvement. Alors, est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que je veux mettre 2019? Est-ce que quelqu'un peut me dire, sur la ligne des prêtres, quand est-ce que le message des sources externes est arrivé? Elisa, je pense que tu voulais écrire 2001 au lieu de 2011. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pas du tout 2011, non. Mais... 2001. Alors, quand est-ce que le message des sources externes est arrivé? En réussissant à ces révisions, parce qu'on normalement, on devrait tout savoir. C'est pas 2016? Alors, en 2016, non, on n'est pas tout à fait retourné dans les sources externes. Sources externes, c'est-à-dire les articles, les articles, le monde, etc. Est-ce que quelqu'un aurait une autre réponse? 2018. 2018. Alors, je suis d'accord, parce que c'est là qu'on a commencé à voir quoi? Donc là, on commence à voir les sources externes dans le cadre, des deux sources d'information, où on va commencer à voir donc Fox News et les différentes sources d'information, les différents journaux, les différentes sources d'information qui vont arriver, les articles par la suite qui vont arriver. Mais si on revient, et là je reviens un petit peu sur ce que Chimène avait présenté dans son étude, si on revient en 1989, alors à partir, pas forcément en 1989, mais à partir de 1989 en tant que mouvement, quels sont les outils que nous utilisons pour développer notre message? Il y en a plusieurs. Hein. La méthodologie. Alors, on a la méthodologie. Ligne sur ligne. Si c'est OK avec toi, je vais le mettre dans méthodologie. Je suis d'accord, mais je vais ranger ça dans méthodologie parce que sinon, on pourrait vraiment s'étendre là-dessus. D'accord. Quand on parle de méthodologie, d'où est-ce qu'on tire la méthodologie? Dans la Bible. Tout à fait. On utilise beaucoup la Bible, ainsi par l'Éternel. Notre méthodologie, Ésaïe 28 avec une sur ligne, c'est tiré de ça. Et on utilise aussi beaucoup quoi d'autre? La Bible et... Les prophéties, c'est... C'est ça. Je vais mettre Ellen G. White. On utilise beaucoup, alors on pourrait s'étendre, hein. On pourrait dire aussi les règles de Miller. Mais là, en soi, on rentrerait dans un détail de la méthodologie. On commencerait à détailler la méthodologie. On peut dire les cartes, on peut dire ligne sur ligne, enfin toute la méthodologie qu'on utilise. OK, donc on est beaucoup dans l'utilisation de ces outils-là. En 2018, nous arrive une autre source d'information, donc une autre manière, un autre outil, puisque l'outil, on peut dire, oui, OK, on n'utilise que des articles, machin truc, mais c'est quand même un outil utile qui nous permet de comprendre des choses aujourd'hui dans le mouvement.
Mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça devient un outil, OK? Un outil qu'on va, donc si là, cette liste-là, je vais l'ajouter aux sources externes. Mais il ne faut pas que les sources externes deviennent mon seul outil. Vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, mes outils, dans ma liste d'outils, c'est rajouter les sources externes. Mais les sources externes, toutes seules, si on utilise seulement les sources externes seules, on n'est pas un mouvement. On est juste un parti politique, entre guillemets, si on veut dire. Oui, on n'est pas un mouvement religieux, en tout cas. C'est ça, tout à fait. On n'est pas un mouvement religieux si on utilise uniquement les événements externes. D'où l'intérêt donc de toujours relier les choses. Si on prend, c'est pas mauvais de prendre attention, hein, c'est pas mauvais de prendre des événements, des sources externes, mais ce qui est important, c'est de le rapporter à nous. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. On va prendre le sujet, comme je l'ai dit, des voteurs désengagés. On va voir un petit peu déjà définir ce que c'est, qu'est-ce que c'est, et ensuite on va essayer de le rapporter à nous. La première partie, ça sera un petit peu plus en mode présentation qu'échange, parce que bien sûr, je vous inviterai à poser vos questions et à discuter avec moi, mais on est plus dans la partie de cours ou d'apprentissage de qu'est-ce que c'est, définition, etc. Et après, on dialoguera, on verra comment est-ce que ça peut se rapporter à nous. Alors, dans ces deux mots, voteur désengagé, est-ce que... alors, comment est-ce que je pourrais poser la question? Dans ce terme, donc on voit les voteurs désengagés, est-ce que on pourrait le relier à 2018-2019 ou pas? Même si vous ne comprenez pas forcément ce que veut dire le terme, est-ce que l'idée de voteur désengagé, de voteur, l'idée de voter, peut être attachée à 2018-2019, cette période-là? Vous voyez peut-être pas. Et bien c'est à cette période, si à cette période-là, on a rajouté les sources externes. Mais à cette période-là aussi est arrivé le sujet du vote. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a commencé à parler du sujet du vote. Et quand on a introduit le sujet du vote, c'est ce qui nous a permis, en tant que mouvement, de remettre en question où est-ce qu'on se positionnait. C'est-à-dire, quelles sont les deux positions, quels sont nos choix dans le vote, dans notre position sur le vote? Comment est-ce qu'on peut se positionner? On peut À l'aile gauche. Ouais, c'est ça. On peut avoir soit la gauche, soit la droite. OK? Là, vous pouvez voir, donc, on a deux options. Mais, on a oublié un troisième. Il y en a un. Alors, pas forcément, on le verra, pas forcément soit de gauche, soit de droite, mais là, il nous manque un groupe. Pas forcément au milieu, hein. Je le mets là parce que c'est là où j'ai de la place. Mais c'est pas forcément... Il nous manque un groupe. Et ce groupe-là, eh ben, c'est ce que je vais appeler, et qui est appelé d'ailleurs communément dans les médias, les voteurs désengagés. Alors, on va faire une liste de ce que sont les caractéristiques des voteurs désengagés. OK? Et on va revenir après sur un peu chaque point. On va prendre une définition large et on va revenir un peu sur chaque point. Alors, voteurs désengagés, il y a une autre manière de les appeler. C'est les voteurs. Alors, je vais mettre voteurs. Alors, ça ne se traduit pas très, très bien, c'est pas très, très français ce que je vais dire, mais il n'y en a pas vraiment d'équivalence. Voteur à faible information.
Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça voudrait dire, cette idée de voteur à faible information? Eh ben oui. Tout à fait. En fait, c'est en gros, là, c'est la définition de voteur désengagé. Même s'il y a d'autres petites nuances, etc. Mais en gros, c'est ça. C'est des voteurs qui n'ont pas beaucoup d'informations, qui sont à faible information. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont à faible information et est-ce qu'ils se positionnent ou pas du tout, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, ces voteurs à faible information, comme je le dis, peuvent être soit républicains, soit démocrates, soit rien du tout. Donc là, lorsque je l'ai mis au milieu, soit il peut être de gauche, soit il peut être de droite, soit il peut s'identifier comme ne faisant partie d'aucun parti. Alors, je vais partager mon écran si je peux. Alors, est-ce que je vais réussir? Alors, partager ça. OK. Normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Alors, je peux lire, non? Vas-y, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'un électeur désengagé? Plus électeurs désengagés peuvent être considérés comme de personnes indiscrètes sur les listes électorales, mais qui ne suivent pas la politique de près. D'un point de vue démocratique, les électeurs désengagés sont plus souvent jeunes, plus souvent des femmes et sont moins susceptibles d'avoir un diplôme universitaire que l'électeur politiquement engagé. OK. Alors, je vous avoue que quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, c'était moi. Honnêtement, hein, j'étais inscrite sur la liste électorale. Ouais, peut-être que j'allais voter. Mais honnêtement, moi qui n'aime pas les débats où tout le monde se crie dessus, je ne suivais pas la politique de près du tout. Donc, je me plaçais du coup dans cette définition avant d'électeurs désengagés. Donc, on a dit que ces électeurs... Je vais arrêter le partage que vous voyez l'écran. Ces électeurs ne suivent pas la politique. Voilà, ils ne suivent pas la politique. Et que c'est principalement, on le reverra tout à l'heure, c'est principalement beaucoup plus de jeunes qui vont faire partie de cette démographie de voteurs désengagés. Alors, je vais vous partager la deuxième partie. Oui, voilà. Qui dit que selon les sondeurs, les électeurs les moins attentifs ont tendance à être plus jeunes ou à appartenir à la classe ouvrière. Et souvenez-vous de ça parce qu'on y reviendra. Et sont plus susceptibles de s'engager tardivement dans la course, si tant est qu'ils le fassent. Donc ça, c'est un article de New York Times qui a été un peu la base pour expliquer ce qu'était un voteur désengagé. Et ça nous explique donc qu'ils vont, en gros, que ce soit n'importe quelle élection française, américaine, peu importe, ce sont des voteurs, des électeurs qui vont s'engager, par exemple, pour l'élection présidentielle, mais pas forcément pour tout ce qui va être élection législative, élection, ça va être dans les départements, dans les trucs, etc., dans les communes, etc. Ils vont vraiment, s'ils s'engagent, ce sera vraiment pour les grandes élections, donc pour l'élection présidentielle, etc.
Et donc, ils s'engagent tard s'ils le font. Donc, je vais mettre pour les élections présidentielles. Je mets président ou présidentielle. Alors, sont en gros des électeurs qui ne sont pas intéressés par la politique. Ils peuvent participer dans les élections, mais comme je l'ai dit, ce sera peut-être plus les grandes élections. Pourquoi? Alors, ça c'est intéressant aussi. Un point qu'on verra plus tard, qu'on va développer, mais que je vous donne dès maintenant parce que c'est intéressant, c'est que je vous ai dit donc que ils participent aux grandes élections, notamment les élections présidentielles. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'ils participent à cette élection? Parce que souvenez-vous, franchement, ils ne suivent pas vraiment la politique, ça ne les intéresse pas. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils participent quand même peut-être aux grandes élections? Est-ce que vous savez? Il y a plusieurs points. Patricia, vas-y. Non, je dis que moi, c'est parce que je vois que c'est plus important pour moi. Je me sens directement concernée par les grandes, mais les petites, parfois, on a tendance à négliger. J'ai tendance à négliger celles qui sont autour. Voilà. Très intéressant. D'accord. Garel? Oui, ce que je dis que bien de fois, ceux qui s'intéressent à la grande politique du gouvernement, c'est des personnes qui sont un petit peu peur aussi de perdre leur liberté. Qui, en ce moment-là, qui aussi bien que c'est pas la liberté seulement, mais aussi bien que social, et voilà, qu'ils s'engagent, mais sans pour cela s'informer pour savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Ben, je suis tout à fait d'accord. Ça reprend les idées, Patricia et Garel, ce que vous avez dit. Comme quoi, ben, en fait, oui, ils se sentent peut-être un peu, on a dit peut-être, parce que c'est pas forcément qui votent ou qui s'inscrivent pour les grandes élections, mais ceux qui le font, qui sont voteurs désengagés, s'inscrivent parce que oui, ils sentent que ça les affecte peut-être un petit peu plus, mais on verra à quel niveau ça les affecte. Un autre élément que je voulais apporter, c'est qu'en fait, ils participent aux grandes élections, notamment les élections. Bon, là, je parle des élections américaines parce qu'on sait que l'Amérique est quand même assez centrale dans la prophétie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'allumer une télévision ou de regarder les infos pour savoir qu'il y a une élection qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les informations, elles sont partout. Vous le voyez placardé partout. Tout le monde sait que c'est à telle date, telle année, c'est dit partout. Les collègues au bureau ou quoi que ce soit, ils vont dire, ah d'ailleurs, même si tu vas peut-être pas dire pour qui tu votes, mais tu vas dire, ok, moi, voilà, les élections, machin. En fait, ils ont pas besoin d'aller chercher l'information. L'idée que je vais vous montrer, c'est que même s'ils votent à ces grandes élections, ils le font parce que les informations leur arrivent, pas parce qu'ils vont les chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment, ok, parce que les informations viennent à eux, ok, ils y vont. Ils vont pas chercher des détails, comme Garel, ce que tu as dit, ils vont pas, ils ont peut-être une notion de je veux plus de liberté, etc., mais ils vont pas chercher au-delà quels sont les plannings, les programmes, etc. Alors, maintenant, ok, on s'est dit que moi, je vous ai dit en tout cas que ça ressemblait à moi avant que ce message de sources externes, d'intervention, etc., soit vraiment arrivé. Alors, parce que je n'étais pas du tout intéressée dans la politique. Maintenant, on va voir quel est le danger d'être voteur désengagé. Et ce sera très simple. Vous allez vite voir quel est le danger. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Qu'est-ce qu'un électeur désengagé? C'est ça, Lisa? Oui, c'est ça, c'est ça. Un sondage réalisé par NBC News le mois dernier a révélé que 15% des électeurs interrogés déclaraient ne pas suivre de près l'actualité politique. Parmi ces électeurs, M. Trump avait un avantage de 26 points de pourcentage sur Mme Biden. Sur M. Biden, pardon, sur M. Biden. M. Biden, c'est ça. Alors, cet article, il a été écrit avant que Biden ne cède la place à Harris. Donc, lorsqu'on parle de Biden, on parle de la démocratie, enfin, le Parti démocrate en général. Mais du coup, il reprend Biden.
Lorsqu'il est dit 15% des électeurs interrogés déclaraient ne pas suivre de près l'actualité politique. Ça, ben, c'est les voteurs désengagés, puisqu'on a dit qu'ils ne suivent pas la politique. Donc, 15% des électeurs interrogés, en fait, ils s'en fichent, la politique, c'est pas leur truc. Et pourtant, ils ne suivent pas l'actualité, mais pourtant, ils se positionnent bien. Parce qu'on voit qu'il y a quand même 26% de plus pour Trump que pour Biden. Alors que eux, la politique, c'est pas leur problème, entre guillemets, on va dire. Donc là, on voit que, pourquoi, on ne sait pas exactement encore, on va le voir, ces voteurs désengagés ont une tendance pro-Trump. Et là, à l'encontre, les voteurs engagés vont avoir une tendance pro-Biden. Je dis bien une tendance. Tous ne sont pas, parce que dans les voteurs engagés, on peut avoir des républicains. Mais il va y avoir malgré tout, parmi ces personnes qui s'en fichent, qui s'en fichent de l'actualité, il va y avoir une préférence Trump versus plutôt que Biden. La suite de cette citation nous dit qu'en revanche, parmi les électeurs qui consomment principalement les informations par le biais des journaux, des réseaux nationaux et des chaînes câblées, 54% des personnes interrogées, M. Biden a gagné 11 points. Donc là, et là, les électeurs les électeurs qu'il est mentionné, qui s'intéressent un peu à la politique, etc., c'est que ce soit aussi bien démocrate que républicain. C'est tous les électeurs qui ont été sélectionnés. Donc, ils ont une tendance à être plus pour Biden. Quelle est une autre caractéristique qu'on voit pour ces voteurs engagés qui étaient dans la citation? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Oui, c'est leur source d'information. Le source d'information, ce sont les réseaux nationaux et je vais mettre les journaux. C'est ça. Je vais mettre les journaux qui regroupent journaux, télé, et ce qu'ils ont dit, oui, voilà, les réseaux télé, en tout cas. OK? Il y a une tendance, parmi les personnes qui utilisent des journaux ou des moyens d'information anciens, j'ai envie de dire, qui vont avoir une tendance pro-Biden. Alors que ceux qui ne s'inquiètent pas du tout de l'information vont avoir une tendance pro-Trump. Juste pour rajouter une nuance, que ce groupe ici, là, de voteurs engagés, c'est une très petite minorité de personnes. Dans le sens où, quand vous regardez réellement, quand vous faites un vrai sondage, très peu de personnes suivent de près la politique, ou les élections, ou l'actualité. C'est ça. Donc là, lorsqu'on parle des voteurs engagés, je ne sais plus, j'ai écouté un podcast là-dessus, et je ne saurais pas vous dire, parce que, ils ont donné un pourcentage, en fait. Je ne sais pas si c'était entre, je ne sais plus s'ils ont dit 2% ou 10% de la population américaine, mais en tout cas, c'est très, très peu de personnes qui sont véritablement engagées. Il y a des personnes qui... Là, il y a quand même une différence entre ceux qui vont être bien engagés et ceux qui ne suivent pas la politique et ceux qui suivent, mais sans plus. Mais en tout cas, juste pour vous dire que ces voteurs, ces électeurs vraiment engagés, c'est vraiment une minorité aux États-Unis et un peu partout, si on peut dire. Alors, il y a quelque chose qui conduit ces voteurs désengagés, ces électeurs désengagés, à voter pour Trump. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi est-ce que ce groupe qui vote pour Trump s'il n'est pas intéressé par la politique? Qu'est-ce que Trump va leur offrir que Biden n'offre pas? Qu'est-ce qui les attire s'ils n'écoutent ni les débats présidentiels, ni les débats qu'il peut avoir, les discours et les informations qu'il peut y avoir tout le temps? Alors, je veux vous proposer à ça 2 éléments qu'on va pouvoir développer. Premièrement, la communication. Trump, donc c'est un fait,
Trump communique différemment de Biden. Et je parle des partis en général, hein, pas juste de Trump, pas juste de Biden, mais Trump en général, principalement parce qu'il est quand même assez particulier, hein, Trump, il communique différemment de Biden. Et également, un autre point qu'on va développer, c'est l'importance des sujets. On va revenir là-dessus. L'importance des sujets. Alors, comme on l'a dit, ces voteurs désengagés, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est des voteurs qui sont désengagés, c'est comme on l'a dit, des voteurs à faible information, parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés. Alors, on va écouter, lire les témoignages de certaines personnes qui sont des voteurs désengagés et voir un petit peu où est-ce qu'ils se placent, premièrement, comment est-ce qu'ils se placent dans toute cette histoire, parce que dans la politique est très, 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 très présente quand même aujourd'hui dans les informations, dans la vie en général. Donc, qu'est-ce que ça leur fait, eux, de ne pas être impliqués? Et on va voir un peu à quel point ça peut avoir des implications qui vont peut-être vous faire rigoler. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien lire? Alors, je vais lire. Pourquoi les électeurs désengagés votent pour Trump? Si vous me demandez maintenant ce qui se passe avec la course à la présidence, la situation à Gaza, en Ukraine ou ailleurs, je ne pense pas pouvoir répondre, a déclaré M. Pérez, qui a soutenu M. Trump en 2020 et qui est intrigué par Robert F. Kennedy Jr. aujourd'hui. Je n'essaie plus de suivre cela. Au lieu de cela, a déclaré M. Pérez, un valet de chambre qui espère devenir pompier, je vais juste devoir encaisser les coups parce que je ne pense pas que je vais faire la différence. Alors, on va déjà prendre cette partie. Merci beaucoup. Alors, là, cette personne vous dit, déjà, elle essaie plus de suivre. Parce que, pourquoi est-ce qu'elle essaie pas de suivre? Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quoi sa raison? Je pense qu'il y a trop d'informations qui arrivent à lui et il a du mal à gérer ça. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et on le verra justement après. Parce que depuis 1989, c'est l'ère de l'information. Hein, donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Quoi d'autre? Il ne fait pas la différence entre les deux candidats. Ouais. Et pour lui, l'un et l'autre, c'est pareil. Oui, donc en fait, il comprend pas vraiment le débat entre les deux, la lutte qu'il peut y avoir entre les deux. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit dans la dernière phrase? Il dit qu'il ne pense pas que son vote va changer quoi que ce soit, en fait. Exactement. Exactement. Donc oui, il a des informations, oui, ok, c'est peut-être beaucoup, mais là, on est quand même sur une personne qui est pas trop intéressée. Elle a beaucoup d'informations, mais de toute façon, elle essaie même pas de chercher ou de se dire, ok, je vais chercher un petit peu. Non, cette personne-là se dit, moi, de toute façon, je ferai pas la différence. Ça, c'est un point très important que je vais rajouter en haut. Donc, pas de différence, je vais mettre, parce qu'ils ne pensent pas, ces personnes ne pensent pas, que eux seuls feront la différence. Leur vote, en gros, ils se disent, moi, mon vote d'une seule personne, ça ne fera pas de différence. Est-ce que quelqu'un veut bien lire cette citation, enfin, cette deuxième diapo? C'est là que c'est assez choquant, je vais lire sinon si... Il nous est dit que des sondages récents du New York Times, Siena College et Philadelphia Inquirer ont révélé que près de 20% des électeurs des États... Alors attendez, ça je pense que ça a mal traduit. C'est pas en guerre, c'est juste des États. 20% des électeurs des États... Alors attendez. Non, c'est peut-être, vous savez, les États qui sont... ça a mal traduit, mais vous savez, c'est les swing states, c'est-à-dire c'est les États qui sont ni
ni uniquement démocrates, ni uniquement républicains. Donc, de ces États ont déclaré que Mr. Biden était responsable de la fin du droit constitutionnel à l'avortement, même si ce sont les choix de M. Trump pour la Cour suprême qui ont contribué à renverser Roe versus Wade. Près de la moitié du pays pense que le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis 50 ans, selon un sondage Harris réalisé pour The Guardian, même s'il est proche de son plus bas niveau depuis 50 ans. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Eux, les électeurs désinformés, ne vont pas chercher les informations plus loin. Les informations politiques, ils ne vont pas aller plus loin. Donc, lorsqu'ils voient que le droit à l'avortement a été enlevé, minimisé, etc., comment est-ce qu'ils réfléchissent pour dire bah, c'est Biden qui l'a fait? C'est quoi leur pensée? Bah, en fait, tout simplement... Non, d'accord. Vas-y, vas-y. Je voulais dire que simplement c'est Biden qui est à la présidence. Hein. Exactement. Exactement. Ils ne vont pas chercher plus loin. Quand on regarde les questions parfois qui identifient certains voteurs désengagés, c'est des questions basiques. C'est des questions qui est le vice-président, ils ne savent pas répondre. Et donc, ils ne réfléchissent pas de cause à effet, pas en politique en tout cas. Pour eux, Biden est au pouvoir, c'est Biden qui a enlevé le droit à l'avortement. Ils ne réfléchissent pas que, comme il est dit là, c'est les choix de Trump, donc c'est Trump, tous les juges qu'il a mis à la Cour suprême, justement il en a profité, il a mis tous les juges pendant qu'il pouvait, des juges conservateurs, pour que quand le temps viendrait d'annuler et de renverser Roe versus Wade, ben, ça puisse se faire. Mais ces personnes-là ne font pas la différence, elles regardent vraiment à ce qui se voit aujourd'hui. Et également, un point intéressant, qui rejoint les sujets importants dont on a parlé, l'importance des sujets. Ici, il est dit que beaucoup de personnes pensent que le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis 50 ans, même s'il est proche de son plus bas niveau depuis 50 ans. Pourquoi d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce que quand même la moitié du pays, hein, c'est quand même énorme, la moitié du pays pense que il n'y a jamais eu autant de chômage alors qu'il n'y en a jamais eu si peu? Pourquoi une aussi grande différence? Qu'est-ce qui les conduit à ça? Mauvaises informations, des mauvaises informations. Mm-hmm. Je ne suis pas de près ce qui se passe. Mm-hmm. Eh bien, ils donnent des informations à travers des mauvaises sources. Exactement. Et même s'ils n'écoutent même pas les mauvaises sources, ces personnes-là, ces personnes qui s'en fichent de la politique, qu'est-ce qui leur importe? C'est quoi pour eux qui est important? Ils ne s'inquiètent pas de la politique, c'est quoi pour eux qui leur importe? Leur quotidien. C'est ça. C'est leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que si tu ne suis pas ce qui se passe au niveau mondial, souvenez-vous qu'on a dit que les voteurs désengagés faisaient principalement partie de la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle? Elle voit le Covid qu'il y a eu, le Covid qui a conduit à plein de chômage. Autour d'eux, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles voient? Mon frère, il est au chômage. Moi, je vais bientôt être au chômage. Son cousin est au chômage. Le voisin est au chômage. Celui d'en haut est au chômage. Donc, pour eux, s'ils voient ça, pour eux, c'est leur base, en fait. Ils ne vont pas chercher plus loin. Pour eux, parce que c'est ce qu'ils vivent dans leur quotidien, pour eux, c'est leur sujet important. Du coup, c'est ça. Ils ne vont pas chercher plus loin à voir qu'en fait, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 50 ans. Eux, ils regardent uniquement à leur niveau personnel. Et là, c'est un autre élément une autre citation à nouveau qui nous présente que les électeurs donc, étaient divisés sur la question de savoir qui avait fait le plus pour promouvoir l'amélioration des infrastructures et la création d'emplois. Monsieur Biden a promulgué un projet de loi sur les infrastructures d'un montant de 1000 milliards de dollars, tandis que Monsieur Trump n'a pas réussi à faire avancer ce dossier à plusieurs reprises. Là, à nouveau, voilà, c'est qu'est-ce que tu vois autour de toi, plutôt que qu'est-ce qui se passe. Alors oui, bien sûr, peut-être que tu as du chômage autour de toi, il n'y a pas de souci, mais regarde plus large, regarde autour de toi.
Et c'est souvent, la différence. Pour eux, ils ont une idée du monde. Le monde est comme ça, il est dans une mauvaise situation parce qu'ils voient uniquement ce qui est autour d'eux. Ça, c'est Lisa, ce qu'on a. Vas-y. Lisa, oui, c'est Johanna. Je me souviens d'avoir vu un reportage à ce sujet concernant les États-Unis, vraiment quelque chose de très... Enfin, les campagnes profondes, je dirais, ce sont des fois, dans ces États, il n'y a que deux, comment est-ce qu'on appelle ça? Juste des radios et deux chaînes d'information qui, en général, sont de pro-droite, je dirais, hein, direct comme ça. Et en fait, ces campagnes profondes, elles sont très pauvres. Donc, les gens, comme ils n'ont pas forcément non plus accès, enfin, je dirais, à Internet, ils ne s'en intéressent pas, comme tu dis, aux journaux, etc., qu'ils voient autour d'eux, alors qu'ils dépendaient d'énormément d'infrastructures minières, enfin voilà, c'était vraiment à l'usine, ou etc., des infrastructures qui ont fermé, donc automobiles et etc., c'était vraiment... voilà, c'était vraiment dans ces domaines, ils étaient des ouvriers, ça a fermé, ils se sont retrouvés au chômage, les gens ont déserté et donc du coup, effectivement, pour eux, ils s'intéressent à qu'est-ce qui se passe autour de nous. Le président qui est en place, il ne fait rien pour nous et c'est vrai que pendant un moment, quand Trump était au pouvoir, il n'arrêtait pas de scander que lui, il avait mis, comment dire, il avait fait créer des emplois, avait vraiment ouvert des sociétés, les Américains, et même si c'était une fausse information, enfin, pas Oui, forcément oui. fausse information, mais elle n'était pas totalement vraie, et qui avait fait en sorte que les Américains puissent retrouver du travail. Et en fait, compte, les gens, ils s'arrêtent à ça et ils n'analysent pas, comme tu l'as dit, tout ce qui se passe avant, après, et le pourquoi des choses. En fait, ils ne le font pas, ils font pas toute cette analyse. Et c'est pour ça que, en fait, ils votent, soit ils accablent le président qui est en place, qui est donc démocrate, et qu'ils regardent juste à ce qui se passe autour d'eux, ils ne regardent pas plus, en fait, compte. C'est ce qui fait que Exactement. ce sont des voteurs désengagés parce que ça ne les touche pas. Et je reviens un petit peu sur Gaza et l'Ukraine, mais en fait, ces électeurs-là, ils se disent, mais en fait, c'est bien loin de moi. Qu'est-ce que, effectivement, moi, en tant que citoyen américain, ça se passe à l'autre bout du monde, même un vote, qu'est-ce que ça va faire? En fait, la situation, elle ne va même pas changer. Donc, du coup, ils ne pensent même pas enfin, ils votent, mais sans pouvoir réfléchir à la portée de leur vote. Voilà, c'est ce que... Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Merci, merci Johanna, parce que c'est exactement ça. Et cet état d'esprit sur lequel on est vraiment concentré sur nous, ça s'appelle, alors je ne sais pas où je vais le mettre, là. Ça s'appelle la lutte pour le beurre et les œufs, tout simplement. Ils se battent pour les sujets qui les importent le plus, l'inflation, l'économie, mais dans ce qu'ils voient vraiment autour d'eux. Ils ne vont pas chercher plus loin, exactement. Et on va prendre une citation qui reprend exactement le terme que tu as utilisé d'ailleurs, que tu as utilisé tout à l'heure. Alors. Attendez. J'ai loupé des trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est celle-ci. Qui nous dit que lorsque votre équipe elle perd, vous ne lisez pas la page de sport après le match, a déclaré Ken Goldstein, professeur de politique à l'Université de San Francisco. Une grande partie du pays pense qu'elle est en train de perdre lorsqu'il s'agit de politique et la façon d'y faire face et de ne pas prêter attention. Pour eux, c'est la solution qu'ils trouvent. Est-ce que quelqu'un veut bien lire cette citation, citation? La lutte pour le beurre et le pain. Le président Trump, je pense qu'il se lève et qu'il parle beaucoup, a déclaré Carla Williams, 50 ans de Détroit.
Mais Mme Williams, qui a déclaré qu'elle était souvent trop occupée par son travail dans une cuisine automobile et un hôtel pour suivre les nouvelles de près, a dit qu'elle envisageait de le choisir quand même. Elle a reproché à M. Biden qu'elle a déclaré soutenir en 2020 le coût élevé de la vie. Les gens ici sont du mal à l'aise à s'en sortir, a-t-elle déclaré. Tout est cher. Exactement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Gérard, cette personne, elle appartient à quelle classe? Moyenne. Classe moyenne. Et elle a dit, alors le premier paragraphe, c'est un peu un reproche parce qu'elle dit le président il parle, il se lève, enfin le président Trump il se lève, il parle beaucoup. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est dit? Elle envisageait de le choisir quand même. Elle ne suit pas les nouvelles de près. Et pourtant, il y a quelque chose qui l'a conduit à choisir Trump. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle reproche à Biden le coût élevé de la vie. Comme le chômage qu'on a vu tout à l'heure, ils accusent tous qu'il y a du chômage alors qu'il est au plus bas du pays. Et bien là, elle va reprocher à Biden le coût élevé de la vie. Alors que, tout simplement, en 2020, il y a eu le Covid, etc. C'est pas que Biden qui est responsable de ça, heureusement. Donc voilà, c'est un point important. Est-ce que quelqu'un veut bien lire sa citation, cette citation, s'il vous plaît? Selon Christopher Haschen, professeur émérite de politique à l'université de Princeton, les électeurs qui accordent moins d'attention à l'actualité ont tendance à accorder une place prépondérante aux forces à court terme dans leur réflexion sur la politique. Si le prix des œufs augmente, ils sont plus susceptibles de voter contre le candidat sortant, même si ce dernier n'a rien à voir avec le prix des œufs. A-t-il déclaré? Merci. Est-ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir, ça n'a peut-être rien à voir, mais eux, ils vont tout de suite accuser, si ça monte, s'il y a un souci, c'est parce que c'est la faute du président qui est aujourd'hui. Tout comme on a vu que Roe versus Wade sur l'avortement, ils disaient que c'était Biden, alors que pas du tout. Donc tout de suite, ils vont vouloir accuser toute la politique, tout le gouvernement qui est en place, que ce soit leur faute ou pas. Parce qu'eux, ils accordent vraiment une importance, comme il dit, prépondérante aux forces à court terme, c'est-à-dire ce qui les entoure, ce qui est important pour eux. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, juste quelque chose? Bien sûr. La dame, tout à l'heure, en fait, elle était en train de lutter pour vivre, puisque on a dit la classe moyenne, moi, je prends vraiment la classe ouvrière, puisqu'elle cumule 2 fonctions pour pouvoir s'en sortir. Donc, elle n'a même pas le temps, en fait, d'écouter ce qui se passe. Exact. C'est pour ça qu'elle dit il parle trop, quoi, Trump. Voilà. Il parle, il n'agit pas, quoi. Enfin, en tout cas, elle ne voit pas ses actions dans sa vie à elle tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il nous est dit encore, ce sont là quelques-unes des préoccupations qui poussent Paul Ferrando, 61 ans, de Henderson, Nevada, à envisager de voter pour la première fois. Vous allez à l'épicerie, 150 $ pour un sac, a déclaré M. Ferrando, qui travaille dans la construction et a dit qu'il était trop occupé pour suivre de près les nouvelles. C'est une blague. Il a ajouté à propos de M. Trump, « Cette année, je pourrais voter juste pour m'assurer qu'il soit élu. » Donc là, on voit exactement ce que tu viens de dire. Eh bien, en fait, il peut pas se permettre 150 € toutes les courses à chaque fois. Il est trop occupé, alors que ce soit par son travail ou que tout simplement il n'y prête pas attention. Il ne suit pas les informations. Et donc, juste pour, dans l'espoir que ça résolve ces problèmes d'inflation, parce que automatiquement, pour lui, c'est la faute du gouvernement actuel, il va essayer de voter juste pour s'assurer que ce soit Trump qui soit élu. Donc ça reprend c'est juste le dernier point qui reprend donc ce qu'on a dit, que les électeurs désengagés ne sont pas aussi motivés par l'idéologie et donnent souvent la priorité aux questions économiques immédiates plutôt qu'à des préoccupations politiques ou idéologiques plus larges. Donc la dernière phrase dit ça a moins d'impact pour eux sur leur vie quotidienne. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, Elisa, je disais Elisa aussi. Je peux? excuse-moi, tu as dit? Non, je disais, est-ce que je peux rajouter quelque Ah chose? oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a aussi des électeurs qui ne sont pas non plus pour certaines personnes, mais ils vont vous dire, par exemple, le Front National, ils ont dit, bah, c'est juste pour le changement, hein. Pour eux, ça va résoudre peut-être leurs problèmes. Ils vous disent, c'est pour ça seulement, pour le changement. Exact, bah c'est exactement ce que je voulais dire. Exactement, merci d'avoir du coup amené ça. Parce qu'on voit ça dans l'élection, soit les élections européennes, mais aussi les élections soit législatives là, qui viennent de se passer. Certaines personnes, même de ma famille, à qui j'ai posé des questions, quand on leur en parlait, parce que bon, tout le monde a un peu parlé avec sa famille de tout le monde, de tout ça, hein, de ces questions. Et bah, ils vont me dire, ouais, moi j'ai voté RN. Et quand je leur demande pourquoi, ils me disent, ah bah tiens, ils donnent tel truc, ils veulent augmenter tel truc, le salaire, ils veulent augmenter ça, ils veulent aider là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, ce qui leur importe, c'est vraiment les trucs qui vont les affecter. Eux, ils voient pas derrière la lutte qu'il y a contre le racisme, contre le sexisme, contre la liberté, l'égalité. Eux, c'est vraiment ce qui les importe aujourd'hui. Ils voient pas les éléments qui sont clés pour eux. Pour eux, alors je donne l'exemple des États-Unis, mais également en France, c'est plus important l'économie ou l'inflation ou ce qui les importe que si Trump va soutenir la démocratie ou est-ce qu'il est apte à prendre place ou est-ce qu'il va pas être un dictateur. Pour eux, ça les importe pas. Vous voyez? En France, on a eu beaucoup aussi comme raison pour avoir voté le RN, c'est le porte-monnaie, hein. C'est vraiment mon porte-monnaie, pas mon porte-monnaie, mon travail, mon pouvoir d'achat, et voilà. Exactement. Exactement. Parce que, alors souvenez-vous, hein, je vous ai dit que ce groupe d'électeurs engagés, c'est une minorité. Donc ça veut dire que techniquement, il y a qu'une minorité de personnes qui comprennent vraiment les enjeux qu'il y a derrière ces élections. C'est-à-dire la lutte pour déjà pour la lutte pour la démocratie, pas avoir de dictateur, la lutte pour l'égalité, pour l'égalité versus liberté, toutes ces choses-là qu'on voit nous comme étant importantes ne sont pas forcément vues parce qu'ils ont, et c'est ce qu'on a noté ici, les sujets importants pour eux sont différents. Et donc, Trump, la raison pour laquelle ils sont pro-Trump, c'est parce que Trump, comme on l'a dit, souvenez-vous, la dame, elle a dit, Trump, il parle, c'est tout. Mais c'est parce que ça, Trump, il leur dit, qu'ils ne le fassent ou pas, peu importe, il parle à leur cœur, à leur corde sensible. Il va leur dire, bah voilà, ce sujet qui est important pour toi, qui ne suit pas l'actualité, bah, il est important pour moi. Ça va être dans mon programme, c'est ma priorité. Et donc, ils vont être attirés. First. Exactement. America first. Un autre point. Souvenez-vous, alors on n'est peut-être pas beaucoup de jeunes, très jeunes aujourd'hui, mais de toute façon, vous verrez les répercussions, que ce soit pour vous ou de toute façon, vous les voyez également autour de vous. On a dit que les voteurs désengagés étaient principalement de la classe ouvrière et quoi d'autre? Il y avait une autre caractéristique. Des femmes. Des femmes, oui. Alors, on ne rentrera pas sur ce sujet-là particulièrement, mais des jeunes. Alors, les jeunes ne sont pas forcément intéressés par la politique, tout simplement. Parce que, comme on l'a dit, ils ne voient pas forcément l'intérêt. Je ne parle pas de tous, hein, mais de la majorité quand même. Hein. Bah, tout simplement, ils ne sont pas intéressés. Ils ne voient pas l'intérêt. Pour eux, bon, ça ne fera pas forcément de différence. Ils ont peu d'informations. Ils ne suivent pas la politique. Parce que, aujourd'hui, vous savez, si les jeunes, ils allument la télé et qu'ils sont sur leur portable en même temps, ils n'écoutent pas vraiment ce qui se dit. C'est juste un bruit de fond. Comme, je ne sais plus qui est-ce qui l'avait dit tout à l'heure, c'est dû au fait que nous sommes aujourd'hui sur cette ligne depuis le début, dans un âge d'information. C'est-à-dire que, souvenez-vous, on a dit ici, qu'est-ce qui augmente?
à partir de 1989? Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui t'a cru? La connaissance. Alors, on peut voir ça au niveau du mouvement interne, mais au niveau du mouvement au niveau externe, on peut voir aussi cette montée, cet accroissement d'informations sur l'information, sur Internet, sur toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. Et trop d'informations. Qu'est-ce qu'on dit, trop d'informations? Tue l'information. Sur l'information. Exactement. Un des exemples qui est assez clair, c'est que si ceux qui lisent ou qui ont lu des journaux, moi ça n'a pas forcément été le cas, mais vous allez pouvoir me dire si c'est le cas ou pas pour vous. Disons que la seule chose qui vous intéressait dans le journal, c'était les résultats de sport. Qu'est-ce qu'il vous fallait faire d'abord? Dans les journaux, le sport, c'est pas au début. Il faut lire tout ce qui arrive. C'est pas la première Enfin, page. tu peux aller directement à la page du sport, mais bon, il y a autre chose avant. Ben, à la limite, même si tu n'es pas intéressé, et c'est le catch un peu des journaux, hein, ils te mettent tous les gros titres. Que tu le lises ou pas, au moins, tu as vu qu'il y avait peut-être une guerre là, qu'il y avait peut-être ce débat-là avec le président pour les législatives. Vous avez au moins une idée de ce qui se dit. Et puis après, si vous avez fini de lire votre sport, peut-être que vous feuilletez un peu le journal. Et à la télé, c'était un peu pareil. Il y avait d'abord, et c'est toujours le cas, il y a d'abord le journal télévisé de telle heure, puis après, dans ce journal, on parle du sport, à telle rubrique, mais c'est très lié, tout ça. Aujourd'hui, il y a tellement de chaînes, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Si tu veux du sport, tu regardes que du sport. Si tu aimes le sport, c'est tu n'aimes pas forcément, même si la politique, peu importe, mais si tu aimes le sport, ton actualité sur Internet ne te montrera que du sport. Et tu n'auras pas à voir ce qui se passe autrement. Tu n'as plus cette option de choisir. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu as cette option de choisir ce que tu veux ou pas regarder. Et finalement, ça finit par pas être une malédiction, si on peut dire. Hein, parce que plus on a d'informations, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on a plus d'informations qu'on veut en savoir plus. Ça veut dire qu'on peut choisir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors, pour donner un petit exemple pratique, j'ai quelqu'un qui m'a dit, et ça c'est vraiment un peu un lien personnel, vous allez voir pour comment ça se relie à ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit, vous savez, avant le début des Jeux Olympiques, avant la session d'ouverture, quelqu'un qui m'a dit, ah ben tiens, moi je vais regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, t'imagines, c'est une opportunité d'une vie, faut que je le regarde parce que si j'ai de la famille après qui me dit alors t'as regardé, non, si je dis non, je pourrais pas vraiment avoir de discussion avec eux et comprendre ce qui va se passer, je pourrais pas savoir ce qui va se passer si je regarde pas la télé ce soir. Et là, moi j'ai répondu ok. Et là, j'étais là, ah ouais, ok, donc je pense vraiment pas pareil que cette personne-là, quoi. Cette personne-là était un petit peu plus âgée. Et moi, en tant que jeune, je suis restée silencieuse parce que je me suis dit, ok, en tant que jeune qui vit autour d'Instagram, des réseaux sociaux, je ne pense pas de la même manière. Moi, si je vois pas la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à la télé, le lendemain, sur Instagram, j'ai des clips, des petites vidéos de tout ce qui s'est passé à récapitulatif. Et j'avoue qu'en tant que jeune, c'est parfois dur pour moi de me dire « Ok, je vais chercher des informations là où il faut que je les cherche, pas sur les réseaux sociaux. » Parce que c'est trop facile d'utiliser les réseaux sociaux comme source d'information. Souvent, moi, il m'arrive de savoir certaines choses sur les réseaux sociaux parce que c'est très rapide, parce que c'est une petite vidéo de 30 secondes qui t'explique vite fait ce que c'est, etc. Et parfois, il m'arrive d'avoir les informations sur les réseaux sociaux. Et moi, que ce soit, je sais pas moi, les Oscars, que ce soit toutes les informations, si jamais je veux savoir, par exemple, je veux une information particulière sur ce qui s'est passé, ou même la tentative d'assassinat sur Trump,
bah, tout de suite, on les a sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas forcément allumer la télé, aller chercher. Tout de suite, tu as toutes les informations sans les chercher. Attention. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Ces personnes-là, ils ne suivent pas la politique, ils ne vont pas chercher. Les informations vont leur chercher, vont venir à eux. D'où l'intérêt. Ici, on a dit que là, c'était les journaux. D'où l'intérêt, je vais rajouter là, des réseaux sociaux. Dans ce groupe de personnes, les voteurs désengagés, parce que eux, ils vont pas chercher les informations, ils vont pas chercher ce qui se passe, ils vont uniquement avoir leurs informations politiques d'Instagram, de TikTok, de tout ce que vous voulez. Ça va être leur source d'information. Et donc, les réseaux sociaux sont devenus une source d'information. Mais on va le voir, c'est une source d'information dangereuse. Que le fait que ça devienne une source d'information, c'est très dangereux. Est-ce que quelqu'un veut bien dire ça? Les électeurs désengagés s'informent souvent auprès de sources non traditionnelles, comme les médias sociaux, plutôt qu'auprès de grands médias. Ce changement dans la consommation de l'information les rend plus sensibles aux messages de Trump, qui sont largement diffusés par ces canaux. Merci, exactement. Là, qu'est-ce qu'on voit? Que, souvenez-vous, on a dit que c'est bizarrement, ces personnes-là sont plus pro-Trump. Pourquoi? À cause, on a dit, de son moyen de communication, sa com. Eh ben, on voit que Trump, il a même créé son réseau social, donc il a son propre réseau social. Il est sur Twitter, il est sur Instagram. On peut le voir, même s'il y est peut-être pas, on peut le voir, des personnes vont reposter des trucs, vont reposter des clips, des photos, des trucs comme ça. On peut retrouver principalement son message sur ses réseaux sociaux. Il est prédominant par rapport à ce qu'on va voir de Joe Biden ou du Parti démocrate sur les réseaux sociaux. D'où la dangerosité, du coup, parce qu'on est plus apte à voir, si on regarde, du coup, les réseaux sociaux, on verra plus de vidéos ou de messages pro-Trump, qui parfois seront très bien déguisés, on va le voir, qui parfois sont très bien déguisés, et donc plus on entend ça, même si on ne s'intéresse pas à l'information, ben, des éléments vont nous rentrer dans la tête, tout simplement. Elisa, Oui. alors, moi, j'abonde vraiment dans ce sens. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand on regarde les réseaux sociaux, en général, il y a des générateurs. Donc, quand on a une information qui, je dirais, il y a un flux d'informations qui arrive, on commence en fait à regarder, je dirais, n'importe quelle information en fait compte. Ensuite, quand le générateur a vu qu'on a regardé cette information, qu'on a peut-être liké ou etc., il va générer d'autres informations qui relaient exactement, par exemple, Exact. la même information, mais justement qui n'est pas de source comme ça a été marqué dans le passage que tu as donné, non conventionnel, c'est-à-dire, alors c'est dans ça? Ouais, En c'est fait, ça. voilà, c'est traditionnel. Et en fait, les journaux sont aussi sur les réseaux sociaux. On peut avoir Le Monde, on peut avoir The Guardian, on peut avoir voilà, toutes sortes, mais c'est vrai que la même information va être aussi relayée par d'autres, Tout à fait. je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais d'autres sites, en fait, ou de sources qui sont non traditionnelles et qui vont de plus en plus donner n'importe quelle information. Et les informations qui sont relayées par ces sources non traditionnelles, eh ben, elles ne seront pas fiables comme celles qui sont traditionnelles, comme celles des journaux. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on a les TikTok ou Instagram ou autres, à regarder ça, même WhatsApp. Et c'est vrai que c'est important d'aller vérifier en fait compte auprès des sources sûres, des journaux même, c'est-à-dire oui, sur Internet, on peut regarder, on peut toujours regarder pour pouvoir
avoir la source sûre parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas totalement vraies. Et je suis d'accord qu'il y a une certaine facilité et qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus. Exactement, tout à fait, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence, c'est cet algorithme, hein, cet algorithme il est fait pour s'adapter à vous. Donc ça veut dire que si vous aimez regarder des vidéos de chats, ça vous montrera que des vidéos de chats. Mais pas que, parce que l'algorithme de temps en temps, il veut mettre en avant certains créateurs de contenu qui n'ont pas beaucoup de personnes qui les suivent, il essaie en fait, il tente, ok t'aimes bien les chats, mais est-ce que t'aimes bien si je te mets un contenu une vidéo de motivation, est-ce que ça t'intéresse? Il va tester différentes choses, et notamment, surtout sur des vidéos qui vont être très virales, il va partager une vidéo très virale, qui va être donc liée entre guillemets à Trump, il va tester. Et si toi, bon, peut-être que la vidéo va te rendre un peu confus, donc tu vas la regarder, c'est une vidéo de 30 secondes max, hein, mais tu vas la regarder 2-3 fois. Ah ben l'algorithme, qu'est-ce qu'il se dit? Ben c'est bon, elle aime ça. Et elle va pas te proposer l'autre côté. Elle va tout de suite se dire, ok, ça m'intéresse, donc je vais lui en montrer de temps en temps, puis de plus en plus. Et puis, des fois, si tu es sur ton téléphone, que tu le poses pendant 2 secondes, ben, la vidéo, elle va tourner 2-3 fois, et puis il va se dire, elle aime ça, alors que peut-être pas du tout. Donc, on voit vraiment à quel point ça peut conduire des personnes qui ne s'intéressent pas à la politique à avoir une opinion politique qui va être justement utilisée par Trump, par toutes ces personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages. Et là, on voit que de nombreux Elisa, Américains... Oui. Oui. oui, en fait, ce que tu es en train de dire là, ça me fait penser à ce qu'on a vu ce matin dans la classe concernant les biais cognitifs. Exact. Parce que Francine nous a cité certains biais, et l'un des biais, c'était l'effet de vérité illusoire. Ça consiste en fait dans le fait qu'une information soit répétée plusieurs fois, même si elle est fausse, mais on va considérer qu'elle est vraie. C'est ça. Parce on y a été confronté à de nombreuses reprises. Et là, c'est exactement la même chose, puisque étant donné que sur les réseaux, par les algorithmes, on va être mis en relation avec toujours le même type d'information, ben, on va croire que cette information-là, elle est vraie. Donc, ce que Trump va dire, finalement, c'est vrai. Exactement. Et quand on voit ça, quand on entend ça, pour certaines personnes, ça va être oui, mais tu sais que c'est Trump en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que la vidéo, c'est Trump qui parle, tu vas pas le croire. Mais donc là, la citation reprend ce qu'on a dit, hein, comme quoi près d'un tiers des personnes âgées de 18 à 29 ans s'informent régulièrement sur TikTok, où il nous est dit que plaque tournante des causes libérales, qui a également connu une augmentation des influenceurs pro-Trump depuis la dernière élection. Qu'est-ce que ça veut dire, influenceurs pro-Trump? Ça ne veut pas dire que ce sont des influenceurs qui vont vous mettre des vidéos de Trump toute la journée. Ça veut dire que ce sont des influenceurs, des personnes qui vont poster des vidéos de leur vie de tous les jours, des personnes qui vont poster des vidéos de leur famille, des personnes qui vont poster des vidéos de leur voyage, mais qui sont pro-Trump, donc d'une certaine manière, qui vont vous amener des petits éléments pro-Trump. Je donne un exemple, alors c'est pas forcément pro-Trump, mais on peut voir avec le mouvement des tradwives, vous savez, la tradition, etc. On va voir beaucoup de choses comme ça sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de choses qui vont remettre un peu en question certains éléments. J'ai regardé une vidéo, par exemple, d'1 minute à peine, où une dame s'adressait donc aux jeunes, hein, et leur disait, mais vous aussi, vous entendez parler de projet 2025 partout? Enfin, moi, j'arrête pas d'entendre, tout le monde dit que c'est du n'importe quoi, je sais pas, enfin, moi, franchement, je sais pas du tout ce que c'est, mais de toute façon, on entend que c'est mauvais. Donc, elle a dit, eh ben, écoutez, moi, on m'a dit que c'est mauvais, ben, écoutez, j'ai été voir, mais pourquoi est-ce que c'est mauvais? Et elle a dit, elle a continué son truc, et elle a commencé à dire, donc tout ça en moins d'1 minute, hein,
ben en fait, je vois pas pourquoi est-ce que tout de suite on accuse ça d'être mauvais, alors que le but de tout ça, si on regarde le programme, c'est la famille, c'est la sécurité, c'est Dieu en premier. Eh ben écoutez, moi c'est ce que je prône, c'est ce qu'on devrait prôner en tant qu'Américain, donc je vois pas pourquoi est-ce que le projet 2025 est un mauvais projet. C'est un projet politique comme tous les autres, peut-être qu'elle a même dit, peut-être que moi j'en ferai un lorsque je viendrai présidente, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ces vidéos-là sont destinées à des personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui s'en fichent peut-être parce que c'est des jeunes. Souvenez-vous que certains, ils n'ont même pas 13 ans lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux. C'est des personnes donc qui sont à faible information politique et qui ne suivent pas la politique parce qu'ils sont encore dans leurs études, ou tout simplement parce que, voilà, peu importe, la politique, ça ne m'intéresse pas. Et à ces personnes-là sont adressées des vidéos qui vont les positionner. Parce que tout de suite, eux, ils n'ont aucune connaissance de projet 2025, mais on leur dit, bah non, c'est basé sur la famille, c'est basé sur Dieu en premier dans ta famille, la protection, etc. Donc, si quelqu'un derrière va leur dire, Biden, par exemple, ils vont voir une vidéo où Biden dit projet 2025, c'est n'importe quoi, ils vont se dire automatiquement, bah, Biden, il est contre la famille, contre Dieu, contre la sécurité, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne vont pas chercher plus loin. Ces personnes-là, que ce soit jeunes ou pas, hein, ils ne vont pas chercher plus loin. Je vais vous montrer par exemple une photo, ici dans TikTok. Donc là, c'est juste... non, c'est pas une photo, c'est une petite vidéo, très très courte. Hein. Donc là, c'est une capture d'écran de cette vidéo qui nous dit Donald Trump donc, reçoit un doigt d'honneur par la femme de Bill Burr à un événement UFC. UFC, donc c'est de la boxe. Et si vous voyez en bas, donc il est dit Dem Smite, donc ça c'est la personne qui a posté, hein, des fois c'est des comptes un peu au hasard, quoi. Et il nous est dit en petit, la caption, donc le texte qui accompagne la vidéo, il nous est dit, eh ben, il est en sécurité nulle part. Donc là, qu'est-ce que ça vous donne comme idée tout de suite? Il est en danger. Ouais, il est engagé. Il est en danger parce qu'on a vu... Ah oui, en danger, oui. Oui. Là, à ce moment-là, c'est lui qui est la victime. Exact. Et voilà. Exact. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, le pauvre, t'imagines, il peut même pas aller regarder un événement de boxe. Et partout où il va, il reçoit des doigts d'honneur, il se fait insulter, le pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment mis sous le ton, parce que vous voyez, il y a un petit emoji de sourire, Donald Trump reçoit un doigt d'honneur, enfin, c'est waouh, tu vois. Mais là, ça te montre cette vidéo complètement coupée de son contexte. Tu sais même pas s'il est là au niveau personnel ou au niveau politique, entre guillemets, en tant que personnalité politique. Et tout de suite, ça te fait te dire, ok, bah ouais, enfin, il a droit à un peu de plaisir privé, un peu de vie privée, enfin, tu peux le haïr, mais va pas, laisse-le tranquille quand il fait ses loisirs, quoi. Vous voyez comment inconsciemment, ça peut conduire à une mauvaise information ou alors tout doucement une petite affection de Trump parce que tu vois à quel point il se fait haïr, à quel point il se fait détester. Et tu te dis, mais enfin, le pauvre en fait. Vous voyez? Donc beaucoup de vidéos comme ça qui n'ont pas forcément un intérêt politique, mais juste des blagues, des trucs qui tout doucement vont amener cet état d'esprit, en fait. C'est assez subtil. Il y a aussi l'intelligence artificielle même, oui, qui joue un grand rôle aussi. Est-ce que tu peux développer? Développer, c'est-à-dire que ça te donne une personne dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui qu'on regarde. Ah oui, oui, tout à fait. Les deepfakes, là, et tout ça, oui. Et puis, on peut se faire avoir par rapport à ça. On peut transformer, parce que je crois que tu avez montré une fois, c'était intéressant, je crois que c'était un journal, comment on peut changer l'expression d'une personne. Et on croit qu'on peut lui donner une très bonne expression comme une mauvaise expression avec l'intelligence artificielle. Alors que c'est totalement... Ça. Et c'est accablant, mais je vous dis que c'est accablant. Vous, aujourd'hui, si je vous montre certaines vidéos qu'il y a sur TikTok, etc., vous allez me dire, ouais, enfin, ça se voit que c'est soit du photomontage, ça se voit que c'est pas vrai, mais quand vous regardez les commentaires sous la vidéo, mais ça se voit que c'est que des jeunes
que c'est des jeunes qui savent rien de la politique, ils sont même peut-être pas en âge de comprendre ce qui se passe. Et ils sont là à commenter « Waouh, mais le pauvre oh, mais purée !» Enfin, pour eux, ils prennent ça de premier degré parce qu'ils ne sont pas encore... Ils n'ont pas cette connaissance, eh bien, aussi bien du photomontage que de l'intelligence artificielle, de toutes ces choses. Et il y a beaucoup de vidéos, alors je ne rentrerai pas dedans, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc là, c'est des vidéos en anglais. J'en ai pas repris en français, mais on peut en trouver également en français. Des vidéos qui sont... Alors, je ne sais pas si vous voyez le nombre de vues. Hein. 4000 personnes, 68 000 personnes. Et donc, c'est à travers donc, ces petites, les petites images qui vous montrent les vidéos, tout de suite, qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne une idée et c'est fait pour être captivant. Même rien que les titres. La deuxième vidéo, par exemple, en bas à droite, ici, nous dit que la Maison-Blanche vous ment sur la raison pour laquelle Joe Biden est parti de la course. Alors, en tant qu'être humain, on aime bien savoir ce qu'on ne devrait pas savoir. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça vous attire. Parce que là, on vous dit, mais on vous ment. Et sur le texte en blanc là, de la vidéo, il est marqué, mais c'est logique, c'est tellement logique. Comme quoi, on vous ment. Et voilà, la réponse est tellement logique, on vous ment. On ne vous dit pas tout sur la raison pour laquelle Joe Biden est parti. Ou la vidéo d'à gauche qui nous dit donc que la machine de propagande de Kamala est complètement lâchée. Donc, elle est en pleine action avec du photomontage enfin bref, vraiment des trucs pour attirer les jeunes parce que c'est beaucoup des vidéos comme ça captivantes qui vont attirer les jeunes avec des petites images de vidéos qui sont un peu exagérantes exprès pour attirer les gens, qui font un peu donc alors je me souviens plus comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est un peu en fait, ils mentent et ils attirent des personnes en fait en disant des choses qui sont un peu grosses, mais pour attirer les gens. Et donc là, il nous est dit qu'en utilisant ces stratégies, souvenez-vous, on a dit que ces personnes étaient pro-Trump parce qu'il avait une certaine manière de communication. Il nous est dit que la campagne de Trump peut effectivement atteindre un public plus large en s'assurant que son message pénètre les différents segments de la population par le biais de voix de confiance et de plateformes familières. Cette approche permet non seulement de diffuser ses messages, mais aussi de renforcer son image et ses politiques auprès des électeurs potentiels. Par exemple, on va avoir Kanye West, pour ceux qui connaissent, qui a apporté donc son soutien, etc. Et on peut avoir, donc je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais il y a beaucoup de gros influenceurs. Notamment, il y a Logan Paul, pour ceux à qui ça parle, qui a fait une toute petite vidéo où il parle à Trump et il fait une blague. Et tu vois Trump qui rigole, Enfin, tout de suite, ça rend Trump accessible aux jeunes parce que Logan Paul, c'est des milliers et des milliers de jeunes qui le suivent. Donc, automatiquement, ces jeunes-là qui n'ont pas d'opinion vont se dire « Oh, mais attends, mais mon influenceur préféré, il suit Trump. » Enfin, il a fait une vidéo avec Trump, donc automatiquement, par ce biais, tu vas te rapprocher de Trump inconsciemment. Tout simplement parce que ton artiste, ton influenceur préféré a fait une vidéo avec lui. Même si, dans cette vidéo, il ne l'a pas ouvertement soutenu. Mais inconsciemment, ça va te conduire à ça. Ils semblent donc proches des jeunes. Donc là, le danger, c'est de se dire que parce que, souvenez-vous, on a dit que si aujourd'hui tu veux regarder que des sports, tu peux regarder que des sports. Mais le danger, c'est croire que parce que tu regardes que des sports, tu n'as pas de politique. Parce que c'est pas parce que tu ne regardes que des sports que tu n'as pas des messages politiques partout. Tu reçois de la politique de partout. Inconsciemment, subtilement, ça te place, comme on l'a vu, dans un moule politique. Et souvent, ces personnes-là, qui sont donc des voteurs désengagés, ont un peu l'esprit conspirationniste. Pour eux, les actualités, c'est, ils veulent te montrer un agenda. Donc, les influenceurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, ils offrent une option alternative. Moi, je vais te montrer ça, mais je suis pas dans le moule là de ces actualités, de toutes ces chaînes de télé là qui sont conspirationnistes, qui veulent te faire rentrer dans un certain moule. Non, moi, je suis libre
j'ai pas d'agenda à te présenter. Et c'est là où se trouve le piège, parce que s'ils ont un agenda automatiquement. Alors, j'espère ne pas me rater sur ce que je vais dire, parce que c'est un peu compliqué et parfois j'ai du mal à l'exprimer bien. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si vous comprenez pas. Alors, il faut que je reprenne mes notes pour être sûre que je ne me trompe pas. Alors, on a donc on va dire les démocrates, je vais mettre DD, démocrates désengagés, d'accord? Donc là, on a des personnes désengagées, mais on va prendre les démocrates désengagés. Et là, on va mettre républicain, je vais expliquer après. Démocrates désengagés à nouveau. Et là, je vais mettre démocrates engagés, ok? Donc là, on a démocrates désengagés républicains, démocrates désengagés, démocrates engagés. Ça fait peur, hein? Les démocrates désengagés sont plus près des républicains que les démocrates désengagés ne sont près des démocrates engagés. Vous voyez ce que je veux dire? Les démocrates désengagés sont plus proches politiquement dans leur pensée des républicains que les démocrates désengagés ne sont proches des démocrates engagés. Pourtant, ils sont du même parti. Mais, parce qu'ils ne sont pas engagés, ils sont plus proches des républicains. Comme quoi, les voteurs désengagés, là, ce troisième groupe, et Trump l'a compris, c'est un groupe clé, c'est une menace pour eux. Ils adhèrent plus à des théories de conspiration. Donc forcément. Hein. C'est ça. Et ils s'impliquent dans la politique, certains s'impliquent dans la politique sans même savoir ce qui se passe vraiment. Excuse-moi de t'interrompre, Elisa. Vas-y, Christiane. Ce que tu as dit, au tableau, les démocrates désengagés sont plus proches des républicains. Les démocrates désengagés ne le sont des... Démocrates engagés. Ah, ok, c'est bon. C'est bon? Donc, un démocrate qui comprend pourquoi il est démocrate, est plus éloigné d'un démocrate, démocrate désengagé que ce démocrate désengagé ne l'est des républicains. C'est grave. Ça montre vraiment... Ils ne s'engagent pas dans la politique, ça ne les intéresse pas, et pourtant ils sont, entre guillemets, plus présents et plus engagés, entre guillemets, hein, vous comprenez ce que je veux dire, plus engagés que ne le sont certains qui sont vraiment engagés. Ils ont, en tout cas, comme on l'a vu, parce que ces personnes engagées, c'est vraiment une minorité. Eux, c'est une majorité. Donc, automatiquement, c'est intéressant de les ramener de son côté, parce qu'automatiquement, on a une avance non négligeable, du coup, sur les votes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Est-ce que quelqu'un se souvient? Ce avec quoi j'ai commencé? Ou pas du tout? Des électeurs désengagés. Ouais, très bien. Mais j'ai mentionné quelque chose au tout début sur le type de nos études. Voilà, c'est ça. Il faut toujours qu'on essaie de faire un lien avec les sources externes et notre message. Exactement. Tout à fait. Merci, Muriel. Donc, on a dit, tout ça, c'est super. Maintenant, au moins, on sait ce que c'est. Tous ces articles et tout nous ont permis de savoir c'était quoi des voteurs désengagés. On a une meilleure compréhension de cet élément externe du vote qui va se passer là, fin d'année aux États-Unis. On comprend mieux aussi ce qui va se passer avec le groupe de voteurs, de tout ce qu'on voit en France. Maintenant, on va passer à l'interne. Assez rapidement. Alors, aujourd'hui, pour terminer, et pour relier ça à l'interne, je vais vous poser plusieurs questions.
Ces questions, c'est des questions que je veux que chacun d'entre vous se pose personnellement, de manière introspective. Parce que je vous ai dit que le but des études, ce n'est pas uniquement de présenter un message externe, c'est vraiment de nous remettre en question dans le mouvement, de savoir comment est-ce que ça s'applique, comment est-ce que moi, ça m'implique personnellement. Donc, c'est ce que je veux faire maintenant avec tout ce qu'on a vu. Alors, première question. Posez-vous bien cette question personnellement. Je vais les poser à la première personne pour que vraiment on puisse se les approprier. À quel point est-ce que je suis impliquée dans le message? Est-ce que je suis un voteur désengagé dans le message? Voteur entre guillemets. Est-ce que je suis une personne qui occasionnellement s'implique dans le message, uniquement quand il y a par exemple de grandes décisions, de grands événements, un camp meeting? Est-ce que je suis engagée qu'à ce moment-là? Parce que notre mouvement, oui, c'est un groupe, mais c'est nous aussi individuellement. Je pense que la raison pour laquelle on fait beaucoup aussi d'études, pas la seule raison, mais peut-être des raisons pour lesquelles on fait beaucoup de présentations où on lit un article, où on présente un article, c'est peut-être parce qu'on est un peu perdu. Personnellement, quand on revoit tous les sujets à réviser, à regarder, à savoir, on peut vite être perdu, moi la première. On peut se sentir aussi un peu sans berger. Sans personne qui va nous guider dans le message. On a plus de... Vous savez, avant, voilà, on avait tel message. Parmi d'autres, on faisait une présentation, on comprenait ça. 2014, 2019, on comprend. Là, on est un petit peu perdu, entre guillemets. On se dit peut-être qu'il n'y a plus de messagers. Peut-être qu'il n'y a plus de... Qui est-ce qui nous conduit, en tout cas? Donc aujourd'hui, individuellement, j'aimerais vous appeler et m'appeler à nous réveiller. À ne pas attendre que les messages nous soient donnés. Souvenez-vous, les voteurs désengagés, ils attendent que les informations viennent les voir, ils ne vont pas les chercher. Donc, aujourd'hui, le message, il nous a été donné. On a reçu le message. Je ne dis pas qu'on le comprend complètement, mais le message nous a été donné. À nous d'être des adultes, d'utiliser les outils qui nous ont été donnés, la méthodologie, les outils, différents outils qui nous ont été donnés. C'est comme notre fourchette et notre couteau, la nourriture est là. On a les outils qui nous ont été donnés. Maintenant, à nous de les utiliser. On n'est plus des bébés, on n'a plus besoin, et c'est peut-être, on est dans cette période compliquée, mais je pense que c'est une période où il faut qu'on sache tous un peu se responsabiliser et se dire, est-ce que aujourd'hui, je viens, j'écoute, je me connecte le samedi, mais qu'en fait, je ne suis pas vraiment impliquée dans mon ministère ou dans le mouvement. Est-ce que je suis un auditeur? Ou est-ce que, en tant que membre du mouvement, je suis un acteur? Est-ce que j'attends que les anciens, que les enseignants me donnent un message, ou est-ce que moi, je vais et j'enseigne aussi, à mon niveau, que ce soit ici sur le Zoom, ou que ce soit avec d'autres personnes? Est-ce que, question assez intéressante, est-ce que je présente ou je prépare des études uniquement quand je dois présenter? Est-ce que les études que je fais, c'est uniquement quand je dois présenter? Ou est-ce que derrière, j'étudie aussi, je fais des études pour pouvoir mieux comprendre? Pour être prêt, s'il y a un besoin, s'il y a un manque, s'il n'y a personne qui peut présenter ce jour-là, ben j'ai une petite étude, juste une pensée. Ça dure une demi-heure, ça m'est égal. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis prêt? On est un peu depuis la pandémie et depuis d'ailleurs l'arrêt maladie, si on peut dire entre guillemets, de l'ancienne thèse, on est un peu dans un état léthargique, hein, on est un peu laodicéen. On dort, on attend, on est comme à l'église adventiste, on attend les présentations du samedi pour qu'elles nous nourrissent. On ne participe pas, on est juste là pour écouter. Et pourtant, moi, ça c'est un exemple qui m'a toujours frappée depuis que j'ai fait le lien avec le mouvement et avec l'église en général. La manne, le sabbat, c'est pas la seule nourriture qu'il nous faut. C'est de la nourriture qu'on va ramasser tous les jours. Le sabbat, ok, on le fait entre nous peut-être, très bien, mais si dans la semaine je ne me nourris pas, je ne vais pas survivre. Le petit livre, il nous demande qu'on le mange, que chacun d'entre nous soyons actifs. Donc, je prie aujourd'hui que dans cette étude, toutes ces choses qu'on a vues, là,
le fait qu'ils s'engagent peut-être tard, le fait qu'ils ont peu d'informations, ils ne pensent pas qu'ils vont faire de différence, en fait, appliquez-le à vous aujourd'hui. Et si vous considérez peut-être que vous êtes réveillé, eh bien, levez-vous alors. Si vous êtes réveillé, levez-vous et faites quelque chose. Parce que ça ne se fera pas. Vous avez votre importance. Et même si on dit le mouvement, vous savez, on dit oui, mais l'œuvre de Dieu, si moi j'y suis pas, de toute façon, elle avancera sans moi. Ouais, ben, ce sera peut-être plus long, ce sera peut-être plus compliqué. Parce que vous êtes tous ici censés être dans le mouvement et Dieu veut que vous soyez dans le mouvement. Donc, si vous y êtes, il veut que vous agissiez et que vous agissiez en conséquence. Donc, je vous invite aujourd'hui et par la suite à étudier, à présenter, à être actif déjà dans le mouvement, en dehors des moments d'élection, entre guillemets. Vos études, elles ne seront pas peut-être parfaites. Souvenez-vous, l'ancien Parminder a parlé de ça. Elles ne seront pas peut-être parfaites. Peut-être qu'elles auront des erreurs. Mais même moi, aujourd'hui, peut-être que les choses que je vais vous présenter, vous aurez peut-être des choses à me redire. Peut-être pas, peut-être. Mais on ne devrait pas penser que nos études, c'est des études genre, ouais, je la présenterai que quand ce sera, je suis sûre à 100%. Comment veux-tu être sûre à 100% qu'elle est bonne si tu ne la présentes pas à quelqu'un qui peut te challenger, qui peut te dire non, ça, c'est pas ça, ça, c'est plutôt comme ça. On devrait pouvoir échanger les uns avec les autres. Oui, peut-être avec des présentations, parce qu'aujourd'hui, on ne se voit pas beaucoup en présentiel. Donc, automatiquement, ça passe par la plateforme Zoom principalement, parce que malheureusement, on ne se voit pas autant en présentiel qu'on l'aimerait. Donc, j'aimerais à nouveau, souvenez-vous, on a dit que les études, il faut les appliquer à nous. Alors, c'est peut-être plus marrant quand on l'applique au niveau du mouvement sur une ligne et que ça ne nous impacte pas. Mais là, ça doit nous impacter, c'est censé nous impacter. Comment est-ce que moi, je m'implique dans ce message? Est-ce que je suis encore à attendre que les autres le fassent? Ou alors à remettre en question certaines choses? Non, aujourd'hui, que nous puissions nous lever, que nous puissions être actifs, parce que c'est en partageant qu'on apprend le plus. Si vous remarquez, les personnes qui présentent leurs études sont les personnes les plus enrichies de toute façon. C'est pas tant. Vous avez une bénédiction si vous écoutez, mais si vous partagez, vous avez 10 bénédictions, je vous promets. Rien que le fait d'étudier le temps que vous allez y passer, ça va pas être la même chose. Donc, je vous encourage tous aujourd'hui à participer, à être présents et à ne pas être des voteurs désengagés dans le mouvement. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous accordes, que tu nous as accordée, que tu nous permets encore de passer. Que tu puisses Seigneur être avec chacun d'entre nous, nous aider dans ce message. Seigneur, tu sais qu'il est parfois compliqué à comprendre, mais Seigneur, tu nous donnes tous les outils. Tu nous permets d'avoir des frères et sœurs avec qui échanger et avec qui poser nos questions. Seigneur, aide-nous à pouvoir nous entraider chacun, à pouvoir partager les uns avec les autres et à pouvoir participer parce que nous sommes le mouvement n'est pas une entité, nous sommes chacun le mouvement. Que tu puisses, Seigneur, aider ce mouvement, donc chacun d'entre nous, à avancer et à participer à son propre salut avec crainte et tremblement. Je te remercie encore pour ce moment et sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.